bonsoir. Téléspectateurs de Mandé TV, merci de votre constante fidélité à ce plateau Réflexion politique. Réflexion politique, comme vous le savez très bien, c'est un plateau sur lequel on pousse la réflexion, on développe une réflexion et au finish, on donne des recommandations, des pistes de solutions. Un moyen d'échange, une unité de compte, une réserve de valeur et pour le Mali, c'est le franc CFA. Vous l'auriez compris, chers téléspectateurs, il s'agit de la monnaie. Il serait intéressant de comprendre le mécanisme monétaire et surtout de trouver des solutions, des pistes de solutions pour savoir comment arriver à avoir sa propre monnaie. Pour pousser la réflexion, chers téléspectateurs, nous avons comme thème: est-ce que le Mali a les moyens de créer sa propre monnaie? Et nous avons des invités pour en débattre. Le premier invité est Monsieur Cheikh Fantamadi Traoré, économiste de formation, consultant, gérant associé du cabinet d'audit FIBA Africa Consulting. Monsieur Traoré, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de Mandé TV. Merci de m'avoir invité encore une fois sur le plateau de Mandé TV. C'est un réel plaisir que de rencontrer encore nos téléspectateurs. Je vous remercie. Le plaisir il est partagé. Merci madame. Notre second invité est Dr Moussa Diallo, docteur en économie internationale, maître de conférence à la faculté des sciences économiques et de gestion. Monsieur Diallo, bonjour. Docteur Diallo plutôt. Bonjour madame. J'ai tout le plaisir d'être devant vos téléspectateurs pour éclairer leur interne sur ces sujets monétaires. Exactement. Comme je le disais, téléspectateurs, le Mali est un pays utilisateur du franc CFA qui est géré par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest dont le siège est à Dakar au Sénégal. Elle a eu quand même des tentatives pour faire sa propre monnaie. Du 1er juillet 1962 au 1er juillet 1984, il y avait le franc malien. Patatras, ça s'arrête, le projet s'arrête en cours. Il serait intéressant aujourd'hui de se reposer la question et de savoir est-ce que le Mali réellement a les moyens, les capacités de pouvoir créer sa propre monnaie. Professeur, Monsieur Touré, quelle analyse de ces rebondissements de la première monnaie à maintenant? Quelle analyse vous pourriez faire? Okay. Merci madame de nous donner la parole. Bon, en fait, le Mali, la première république a connu le franc malien. Comme vous-même, vous venez de le rappeler, les trois fonctions essentielles de la monnaie. Ça, c'est des fonctions traditionnelles. Mais au-delà de ces fonctions traditionnelles, aujourd'hui, la monnaie n'est pas neutre. C'est un instrument de politique économique et commerciale. Nous avons connu une mauvaise expérience avec le franc malien, mais à l'époque, les fondamentaux de l'économie malienne d'alors et ceux d'aujourd'hui sont carrément différents. Donc, on peut encore retenter l'expérience, mais de toute façon, nous pensons qu'il faudra aller vers ça. Vous débutez une conclusion, mais avant cela, il va falloir pouvoir développer. Docteur Diallo. J'en viendrai avec les arguments au cours de cet échange-là. J'en viendrai avec tous les arguments techniques nécessaires pour appuyer ce que vous pensez déjà être une conclusion. Merci beaucoup, docteur Diallo. Monsieur Traoré, votre analyse sur le franc CFA aujourd'hui. Le Mali a fait une tentative avortée, échouée, qui a été vraiment de courte durée. Merci madame pour la question. Moi je pense que la question de la monnaie intéresse tout le monde actuellement, surtout dans les contextes actuels où nos pays vivent quand même des moments assez critiques. Et donc c'est à tous les niveaux, au niveau de tous les groupes socio-professionnels, au niveau de toutes les couches sociales, on parle de monnaie. Donc c'est une question qui intéresse tout le monde, parce que ça y va effectivement de la souveraineté des nations. Donc on ne peut pas rencontrer une nation qui n'a pas sa monnaie, qui n'a pas une monnaie en fait. Donc la monnaie est au centre des échanges, des relations entre les personnes.
Donc ça veut dire que c'est une question très 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 sensible. Et le cas particulier du Mali, et vous avez parlé du CFA. Donc pour quelqu'un qui ne connaît pas, le CFA c'est simplement la monnaie qui est utilisée effectivement au sein des États membres de l'Union monétaire ouest-africaine. Donc c'est une monnaie commune. Le CFA qui a été mis en place depuis 1945 par le colon, mais qui a quand même suivi des réformes. Donc en 1962 avec la création de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc poser la question de savoir est-ce que nous sommes à même de pouvoir quand même créer notre monnaie. On le saura, on le Moi, saura, je on pense le saura, que, okay, on le saura. Merci beaucoup, Traoré. Vous venez de dire tout de suite que la monnaie est un outil politique, un moyen de pression, de souveraineté même pour dire. Aujourd'hui, on voit que le franc CFA est carrément décrié. Est-ce que c'est le franc CFA? Est-ce que c'est le problème de la monnaie? Mais avant de pouvoir y arriver, on aimerait bien savoir, pour les téléspectateurs qui ne comprennent pas, parce que la monnaie ne se limite sûrement pas, et ça, Dr Diallo ne me dira pas le contraire, à juste un billet de banque. Oui, c'est quoi la monnaie aujourd'hui? Bon, en fait, la monnaie, c'est tout instrument de paiement qu'on peut utiliser dans les échanges ou bien pour éteindre les dettes issues de l'échange. Mais quand on parle de la monnaie, ça a une acceptation beaucoup plus large. Parce qu'il faut se référer aux agrégats monétaires. Ce n'est pas uniquement, comme vous l'avez dit, les billets et les pièces qui sont en circulation. Ça, c'est les niveaux primaires, les niveaux M1 de la masse et de la monnaie. Mais la masse monétaire, elle est beaucoup plus large. Par exemple, quand vous prenez les écritures, quand on va évoluer vers la monnaie M2, les écritures qui sont au niveau, les comptes créditaires qui sont au niveau des différentes banques. Aujourd'hui, dans le cas du Mali, puisqu'on parle du Mali, la monnaie scripturale, c'est-à-dire uniquement les sommes déposées dans les comptes d'épargne et les comptes soldes créditaires des banques, représentent 73% de la masse monétaire totale. Donc ça veut dire que ce n'est pas uniquement les instruments que nous utilisons au quotidien. Leur part d'ailleurs a tendance à diminuer. La monnaie évolue vers une forme vers la dématérialisation. C'est-à-dire on tend de plus en plus à utiliser les supports électroniques comme les cartes de crédit, les transferts Orange, monnaie, tout ça des formes électroniques de la monnaie. Donc, au-delà de ça, moi je vous ai dit que ici, c'est un instrument de politique économique et commerciale. Son rôle n'est pas uniquement de servir d'intermédiaire des échanges, mais d'unité de compte ou d'instruments de réserve. Et les pays doivent disposer de la monnaie comme instrument avoir la possibilité de modifier son taux de change en fonction des objectifs commerciaux qu'ils se donnent. Tant que les pays n'ont pas cette latitude, comme c'est notre cas actuellement dans la zone franc CFA, nous n'avons pas la latitude de modifier le taux de change de notre monnaie, puisque nous sommes en parité fixe avec l'euro. On n'est pas maître de notre propre politique monétaire. Donc c'est ce qui fait que nous sommes vraiment limités par rapport à tout ce que la monnaie puisse offrir comme possibilité à nos gouvernants pour donner une impulsion à l'activité économique. D'accord, d'accord. Monsieur Traoré, vous rajouterez quoi par rapport à la monnaie pour que nos téléspectateurs arrivent vraiment à saisir cette compréhension de la monnaie, à rajouter à ce que le docteur vient de nous dire? D'accord, c'est ce que je disais. Docteur Diallo disait, bon, c'est les universitaires, ils sont beaucoup plus théoriques. En fait, moi, je voudrais ramener un peu au niveau du public, parce que nous parlons effectivement de notre monnaie. Notre monnaie, il faut que les gens comprennent que c'est le CFA, c'est-à-dire que le franc de la communauté financière africaine. Et il faut comprendre que cette monnaie a été instituée par le colon en 1945. Donc, bien avant qu'on accède aux indépendances en 1960, nous avions les francs CFA. Donc l'institut d'émission existait déjà, mais c'était la Banque de France qui couronnait le tout. Et lorsque nous avons eu nous avons accédé à la souveraineté nationale dans les années 60, effectivement, ils ont créé ce qu'on appelle la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc avec toujours la même monnaie qu'on appelle le CFA. Et donc nous étions à l'époque les 7 pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc il y avait le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Mali, le Niger, le Togo et le Niger. Donc nous sommes les 7 États qui avaient en commun
le franc CFA. Je ne parlerai pas, je ferai l'économie parce que l'État imparti quand même est insuffisant. De l'autre côté de l'Afrique centrale, où vous avez également d'autres États qui avaient effectivement le franc CFA en commun. Mais pour ce qui concerne notre zone, nous avons créé quand même en 1962 la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, avec la création de ce qu'on appelle l'Union monétaire, qu'on appelle Union monétaire ouest-africaine. Donc c'est l'Union monétaire qui a été créée, qui avait son institut d'émission, qui est la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, et qui a une monnaie commune qui s'appelle le franc CFA. Donc il y avait une partie fixe entre le franc CFA et le franc de la métropole qui était à l'époque le franc français. Donc à l'époque. Mais lorsqu'il y a eu quand même par la suite l'avènement de l'euro, il y a eu changement, entre-temps il y a eu beaucoup de choses. Mais c'est pour vous dire que nous avons une monnaie commune qui s'appelle le franc CFA, qui est gérée par un institut commun qui s'appelle la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Actuellement, la Guinée-Bissau a regagné effectivement l'Union monétaire ouest-africaine. Donc ça fait partie, ça fait les 8 États. Et ce qu'il faut comprendre, par l'appartenance à une zone monétaire, nous avons des règles de fonctionnement. C'est ce qui fait la différence avec les autres zones. Donc, et toutes les critiques, les politiques, les économies, les commerçants, les opérateurs économiques, et même le citoyen lambda, les critiques qui sont quand même formulées à l'encontre, effectivement, de notre monnaie, c'est généralement à travers, effectivement, les mécanismes de fonctionnement. Nous avons une convention monétaire qui lie nos États, c'est-à-dire nos monétaires ouest-africains, avec la métropole de la France, la convention monétaire. Et donc, il y a des règles très précises. Nous avons à peu près 4 règles importantes. Il y a ce qu'on appelle le trésor public qui garantit la convertibilité de notre monnaie, le trésor public français qui garantit la convertibilité internationale du franc CFA. Ensuite, il y a la centralisation des réserves à la Banque de France. C'est-à-dire que tout ce que nos États sécrètent comme suite à l'échange international, les ventes de nos matières premières, les réserves en devises sont centralisées au niveau, effectivement, du trésor français, dans un compte qu'on appelle le compte d'opération. Le compte d'opération, je vais vous donner un mécanisme par la suite. Donc le taux a varié depuis 60, 50% à 45%. Troisième règle, c'est la parité fixe entre le CFA et l'euro. Donc 1 euro vaut 655 957 francs CFA. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la présence de la France dans les instances de la BCEAO. C'est surtout ce qui a été critiqué. Parce qu'au niveau effectivement du conseil d'administration de la BCEAO, la France était représentée. Au niveau effectivement de la politique monétaire, comité de politique monétaire, la France était représentée. Au niveau même du conseil des ministres, la France était, de la zone franc, la France était représentée. Au niveau de la commission manga, la France était représentée. Donc les critiques généralement c'était la même mise, mais la présence de la France au niveau de nos instances et également les mécanismes de fonctionnement du compte d'opération. Donc vous n'êtes pas sans savoir que tout récemment, le président Macron, il y a de cela 2 ans avec le président Alassane Ouattara, l'avènement de l'euro, ils ont apporté quand même des informations pour dire que la France est sortie des instances de l'UEMOA. C'est-à-dire que la France n'est plus présente au niveau du conseil d'administration, au niveau du comité de politique monétaire. Bon, il y va de soi, mais toujours il y a les comptes d'opération qui existent et également la gestion effectivement de nos revenus en devises. Donc l'ensemble des critiques, généralement, de la part des politiques, des panafricanistes, des individus, des commerçants autres que nous, c'est toujours par rapport effectivement au mécanisme de fonctionnement. Donc on ne pourra comprendre l'enjeu si on ne met pas en nu effectivement ces règles de fonctionnement. C'est ce que je voulais apporter comme complément. D'accord. Restons au niveau du mécanisme des comptes d'opération. Aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, ou qu'on se pose même d'ailleurs, est-ce qu'elle pose problème? Merci Madame de m'avoir donné la parole. J'aimerais donner certaines précisions par rapport à l'intervention de mon aîné et prédécesseur. Le compte d'opération pose problème parce que le compte d'opération est domicilié au niveau du trésor français. Le trésor, c'est la caisse de l'État. C'est là où atterrissent les recettes et là où les dépenses sont faites. C'est comme si en fait les États africains contribuent au budget de l'État français. Ça, c'est d'abord un problème. Mais pour apporter une précision à ce que mon aîné disait tout de suite, par rapport à la zone UEMOA, il y a eu une évolution depuis janvier. Depuis janvier, les recettes en devises ne sont plus centralisées au niveau du Trésor français. Depuis janvier 2023 depuis janvier 2021. Depuis janvier 2021.
En fait, Macron est passé en Côte d'Ivoire, on a fait l'annonce, mais depuis janvier, parce qu'il faut savoir la particularité du franc CFA, c'est 15 pays. Il y a les 8 pays d'Afrique de l'Ouest, 6 pays d'Afrique centrale et l'Union des Comores, qui fait aussi partie de la zone. Tout à fait. Voilà, mais aujourd'hui encore, pour la région d'Afrique centrale et les Comores, les 65%, 50% pour la zone CEMAC et 65% pour le Comores continuent encore à être centralisés au niveau du compte d'opération. Mais depuis 2021, pour la zone UEMOA, les réserves ont été intégralement transférées à la BCEAO. Donc, ils ne centralisent plus. Et puis, ils n'ont plus leurs représentants dans les instances de la BCEAO. Depuis la réforme a été prise ensemble, ils ne sont plus représentés ni au conseil d'administration, ni au comité de politique monétaire, en ce qui concerne la zone BCEAO. Donc, il y a eu vraiment une évolution par rapport à la gestion. Mais on dit que la BCEAO, mais cela n'exclut pas le fait qu'une partie de nos réserves de change soit encore domiciliée au niveau des banques françaises. Parce que ce que les gens doivent comprendre dans le fonctionnement monétaire, les réserves de change ne sont jamais intégralement rapatriées. C'est des devises. C'est une réserve. Voilà, c'est des devises qu'on obtient à partir de nos exportations. Donc, ces devises-là, une partie est toujours gardée au niveau des banques, au niveau international, pour faire les opérations de compensation, de change. Parce que nous aussi, nous pouvons aller acheter à l'extérieur. Donc, pour payer nos fournisseurs, il y a toujours une partie qui est réservée au niveau des comptes pour pouvoir faire les jets d'écriture, débiter nos comptes si nous achetons ou bien créditer nos comptes si nous vendons. Donc, c'est ce que les gens doivent comprendre. C'est pas des montants c'est des montants qui ne sont jamais intégralement rapatriés. C'est fait sciemment, c'est voulu, c'est le fonctionnement monétaire. Voilà. Vous avez vu qu'avec la crise ukrainienne, on a dit on a gelé les comptes de l'État russe. Pour tous les pays, les réserves sont un peu éparpillées à travers le monde et en fonction des échanges qu'on fait avec les partenaires, on n'a pas besoin, on crédite le compte ou bien on débite le compte sur place. Tout à fait. Voilà, avec les échanges, comme ça que ça fonctionne. D'accord, donc ça veut dire que c'est quand même une nécessité aujourd'hui. Non, c'est une nécessité, c'est une nécessité. Mais maintenant, si le Mali veut par exemple délocaliser même si demain nous créons notre propre monnaie, mais les ventes de coton que nous faisons à l'extérieur, bien les ventes d'or que nous faisons, jamais l'intégralité de l'argent des sommes ne nous sera rapatriée. Il est de notre intérêt d'où on va ouvrir des comptes dans chacun de ces pays pour que nos achats, c'est-à-dire que les opérations d'achat qu'on va faire, seront prélevées sur ce compte. C'est comme ça que fonctionnent toutes les banques centrales. C'est-à-dire que les réserves sont toujours éparpillées à travers le monde en fonction des partenaires économiques et commerciaux. D'accord. Monsieur Traoré, sur le mécanisme de compte d'opération, qu'est-ce que vous pouvez dire encore de plus pour nos téléspectateurs pour qu'ils puissent vraiment comprendre, que ce soit concret? Parce qu'il y a toujours ce discours qui revient, le trésor malien, l'or malien est niché au niveau de la Banque de France. Comment éclaircir ce discours, vraiment, que ce soit limpide pour tout le monde? D'accord, merci madame. Mais je pense que Dr Diallo a tout dit en fait. Bon, donc, mais de façon plus simpliste, je vais peut-être expliquer en fait. Comme il a dit, je prends un exemple. Nous avons deux produits majeurs, le coton et l'or. Le Mali exporte du coton et l'or. Et les textes de la Banque centrale imposent aux importateurs, aux exportateurs, de rapatrier les recettes d'exportation. C'est-à-dire de rapatrier les recettes d'exportation. Obligation. Mais si on dit de rapatrier les recettes, c'est à la contre-valeur en CFA. Sinon, comme il a dit, les devises sont restées dans des comptes là-bas. Contrairement à ce que les gens pensent, il y a certes le compte d'opération logé au niveau du Trésor français, mais la BCEAO détient d'autres comptes en devises. Au niveau, par exemple, de la Federal Bank, Federal Reserve Bank des États-Unis en dollars, auprès de la Citibank également, de la London Exchange Bank. Donc, moi-même, en tant qu'à l'époque, j'ai été chef service des opérations financières de la Banque centrale, nous avions effectivement la liste de tous les comptes que la Banque centrale
avait auprès effectivement de cette banque centrale-là, en différentes devises. Il y avait le florin hollandais, il y avait la lire italienne. Ça, c'est avant effectivement l'avènement de l'euro. Il y avait le yuan chinois, il y avait le florin hollandais, il y avait le Deutschmark, ainsi de suite. Donc, on détenait, comme on était obligé de mettre les 60%, les 40% étaient détenus dans d'autres devises. Donc, il y avait beaucoup de comptes, contrairement à ce qu'on pense, c'est au niveau du trésor français qu'on appelle compte d'opération. Sinon, la Banque centrale a d'autres comptes ouverts dans d'autres devises, auprès de d'autres banques centrales et banques commerciales. Donc, vous voyez, mais maintenant, comme on avait une obligation de par la convention monétaire entre l'Union monétaire et la France de détenir au moins un certain pourcentage minimum au niveau du compte d'opération, les gens ont estimé que cela ne devrait pas se passer. Donc, il faut qu'on gère nous-mêmes nos réserves en devises. On a la latitude, si on le veut, de déposer au niveau du compte d'opération. Ça dépend du taux que le compte nous offre, ou bien auprès effectivement d'une autre banque centrale. Donc on essaie de voir sur le marché international qui nous offre le maximum de taux pour nous rémunérer. C'est comme vous, madame, lorsque vous allez ouvrir un compte dépôt à terme dans une banque, vous mettez les banques en concurrence, qui vous offre le taux le plus intéressant. C'est comme ça. Mais la question que je pose, et sur ce plateau, c'est l'occasion ici. Le taux pose problème. Non, pas le taux de problème. La gestion même de nos réserves. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, la Banque centrale, par le passé, avant que cette décision n'arrive, on avait à peu près 6 mois de réserves, c'est-à-dire des réserves qui nous permettaient d'importer 6 mois. Pendant une période de 6 mois. Actuellement, ça s'est effrité jusqu'à ce qu'on n'arrive même pas à couvrir pour 4 mois. Comment ça se fait? Merci. Ça, c'est le problème qui se pose. Donc, je me dis quelque part, il faut que nos gens soient beaucoup plus professionnels pour voir, sinon on est en train de perdre le montant. Parce que, comme vous le savez, nous allons en venir. Les réserves qu'on appelle les devises constituent une contrepartie importante de la masse monétaire. Vous voyez? Donc, quand vous prenez le bilan de la Banque centrale, au niveau effectivement du passif, vous avez la masse monétaire. À l'actif, vous avez les réserves d'or, les DTS, et également les devises et les crédits à l'économie. Vous voyez. Donc, lorsque les réserves diminuent, ça veut dire que la masse monétaire est aussi diminuée en quelque sorte. Donc là, c'est un manque pour l'économie, le financement de l'économie. Donc moi, j'ai peur. Je me dis quelque part, bon, je le dis même avec d'autres collègues, je me dis, est-ce que nous avons une certaine expérience pour la gestion effectivement de nos réserves en devises. Mais l'expérience, pendant tout ce temps en tout cas, il y a une réduction drastique de nos réserves en devises. Il y a eu des pertes énormes parce qu'il y a des placements qui ne sont pas très rentables. Voilà, rentables. En fait, ça veut dire quoi? Voilà, en fait, problème de ressources humaines? Non, en fait, les réserves de change, il n'y a que les exportations qui permettent de les avoir. Mais toujours, je vais revenir avant de terminer avec ça, les comptes d'opération, l'un des problèmes, parce que pourquoi les comptes d'opération est même logé au niveau du trésor? Pourquoi pas au niveau d'une banque, par exemple? Si c'était au niveau de la banque de centre, nous ne comprendrions. Parce que le fonctionnement d'un compte là, on peut demander le solde à tout moment. Mais le gros problème pour le compte d'opération, c'est que c'est centralisé au niveau du trésor. Et puis ce n'est pas discriminé. Pour les cas, ce n'est pas discriminé. Vous ne pouvez pas dire, voilà, c'est le montant des dépôts que le Mali a fait, la Côte d'Ivoire, c'est pas ça. Exactement. On dit que c'est un compte unique et dans lequel tout est centralisé et on dit que ça doit fonctionner selon le principe de la solidarité. Les pays qui n'auraient pas suffisamment de devises pour importer, les comptes d'opération peuvent leur prêter de l'argent. C'est comme si on prenait l'argent des Africains qui sont en besoin, on leur prête leur propre argent. Mais c'est un jeu tout à fait. Oui, c'est un jeu parce qu'il n'y a que... Parce qu'il y a un gros problème. Nous, on a un problème avec ça. On centralise les réserves de change. On dit en échange de la convertibilité libre et illimitée. Mais ce qu'on remarque, qu'est-ce que ça veut dire la convertibilité libre et illimitée? Ça veut dire que tout billet franc CFA qu'on va présenter sur la place de Paris, on devrait pouvoir le changer en billets et euros. Mais ce n'est pas le cas. Vous amenez les billets francs CFA, aucune institution financière. Je ne parlerai pas des autres pays de la zone euro. Je parle de la France, qui est censée être la garante. Aucune institution financière ne vous prendra un billet franc. C'est pour cela qu'il y a un problème.
Il y a est-ce que ce n'est pas une monnaie de change? On ne sait pas. Mais cette convertibilité qui est dans les conventions, elle n'est pas assurée. Elle n'est pas assurée, elle n'est pas appliquée. Elle n'est pas appliquée. Le CFA, ce n'est pas une monnaie convertible. Elle ne l'est pas. Alors, est-ce que Traoré, vous êtes d'accord avec en disant que le CFA n'est pas une monnaie convertible? Parce que ce discours-là, je l'ai déjà tenu sur le plateau avec professeur Lamine Keïta, que je me permets de citer ici, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et lui aussi, il était vraiment mordicus sur cette approche-là. Ce n'est pas une monnaie convertible. Traoré, vous qui avez travaillé dans les banques, est-ce que c'est le cas? Le CFA n'est pas convertible ou bien il y a une nuance. Je vais vous expliquer. Il y a une nuance. En fait, vous savez que jusqu'en 1994, où il y a eu ce qu'on appelle l'ajustement monétaire, c'est-à-dire la dévaluation, la Banque centrale, les billets CFA se retrouvaient à Londres, au Nigeria, en Arabie Saoudite. Les commerçants de notre sous-région sortaient avec les billets, ils allaient acheter dans ces pays-là. Les CFA. Avec le CFA? Avec le CFA, jusqu'en 1994. Mais vous savez, les statistiques ont montré que la Banque centrale a racheté, la BCA a racheté par jour 1 milliard de francs CFA qui se trouvaient en dehors de la zone. Donc ça fait 365 milliards. C'est-à-dire que lorsque ça se trouvait au Nigeria ou bien à Londres, normalement, les commerçants qui les déposaient dans les banques, c'est la France, effectivement, on dépose ça au niveau de la Banque de France. Et la France prend ses billets et débitait notre compte par rapport à cela. Donc c'était, même physiquement, le franc CFA était quand même exportable. Mais en 1994, quand on a vu effectivement que, après avoir fait les statistiques, ça pesait beaucoup dans le compte d'exploitation de la Banque centrale, les mesures d'accompagnement de la dévaluation, il y a une décision même du gouverneur, du conseil des ministres, décision d'arrêter des rachats des billets en dehors de la zone franc. Donc c'est ce qui fait que lorsque vous partez avec les billets physiques à l'extérieur, c'est à votre risque et péril. La Banque centrale ne rachète plus. Vous devez vous débrouiller pour ramener ça dans la zone, dans un des pays des Liban. Sinon, autrement, ni la Banque de France ne prend plus. Alors justement, comment c'est? Ça, c'est bien physique. C'est toujours... C'est pourquoi j'ai pas, excusez-moi, j'ai dit nuance. Mais au niveau, effectivement, des écritures, vous voyez que nous avons des banques qui ont des correspondants dans d'autres pays, qu'on appelle les comptes Nostro et Vostro. Vous voyez, donc il se trouve qu'il y a toujours une parité entre le CFA, à travers effectivement l'euro, et ces devises-là. Parce que nos opérateurs économiques donnent des ordres, effectivement, à leurs correspondants, pour exécuter. Je prends un exemple très simple. Madame voudrait envoyer de l'argent à son enfant aux États-Unis. Votre fils est aux États-Unis. Il a besoin de dollars. Vous demandez à votre banque, transférez 10 000 $ à mon fils. Donc, ça veut dire que vous avez un compte ici, dans une banque, prenons une banque X, et vous avez 10 000 €, bon, 10 000 $, disons ça fait à peu près quelque chose comme 5 millions. Donc, vous avez 5 millions dans votre compte. Ça veut dire que vous devez justifier. Quand ils amènent ça alors à la Banque centrale, on va débiter votre compte de 5 millions d'abord. Et lorsque l'or arrive à la Banque centrale fait un message à la banque de votre fils, veuillez créditer le compte de l'enfant de Mme Fatimata d'un montant de 10 000 $. Et en contrepartie, nous allons, parce qu'ils prennent ça là-bas, nous sommes en compte miroir. Est-ce que vous voyez? Donc dans les échanges, toujours est-il dit qu'ils peuvent exécuter à partir simplement de CFA, parce que c'est convertible avec le taux du jour, le cours du jour. C'est ça. Voilà, mais c'est comme il y a une convention toujours entre les correspondants et nous, ils disent qu'arrivé à un certain moment, lorsque vous avez demandé d'exécuter, exécuter, supposons jusqu'à 10 millions de $, maintenant la banque correspondante va se dire, ah, vous m'avez dit d'exécuter, j'exécute. Maintenant, il faut nous couvrir maintenant pour savoir si effectivement vous avez l'équivalent en dollars. Donc c'est ce qui fait que vous devez piser sur vos réserves en dollars que vous avez reçus pour la convertibilité, pour le transfert, la couverture. Donc c'est pour vous dire que
est une monnaie s'échange contre une autre à travers peut-être une autre devise. Dans les cas présents, jusqu'à preuve du contraire, compte tenu de la parité fixe entre l'euro et le franc CFA, je ne parle pas physique, mais du point de vue transfert, le CFA est une monnaie controvertible, mais par le truchement toujours de l'euro. D'accord. Oui, voilà. Je vais donner un peu de précision par rapport à ça. Ce que mon aîné vient de dire, ça c'est technique. Mais nous savons aussi que quand on a dit que ce n'est pas convertible, en fait, elle ne l'est pas. Mais comme nous sommes dans un régime de parité fixe avec l'euro, donc toute opération de change du CFA avec autre monnaie se fait d'abord par le biais de l'euro. C'est-à-dire qu'il faudra d'abord le convertir en euro, ensuite convertir l'euro qui est une monnaie entièrement convertible. Oui. Voilà. Donc l'euro joue à peu près le rôle d'étalon pour nous, quoi. Ce n'est pas de l'or, mais c'est une devise majeure sur laquelle nous sommes adossés. Mais on est en train de glisser par rapport à cette histoire à la notion de convertibilité. Pour nous, une monnaie est convertible lorsqu'on peut la porter et mener des opérations de change avec d'autres monnaies sur n'importe quelle place financière. Et dans le monde, il n'y a pas beaucoup de monnaies qui le sont. On dit à peu près 13 grandes monnaies. Sinon, tous les pays que vous voyez, leur monnaie, c'est pas soit entièrement convertible, soit c'est seulement partiellement convertible. Jusqu'en 2020, la Chine était une puissance commerciale mondiale. Jusqu'en 2020 encore, la monnaie chinoise n'était pas entièrement convertible. C'était une monnaie partiellement convertible parce qu'il y avait un contrôle du gouvernement chinois. On ne pouvait pas le changer jusqu'à un certain montant. C'est pour ça que nous disons le CFA. Aujourd'hui, c'est une monnaie. On peut amener des arguments pour dire qu'il y a la stabilité, le taux d'inflation est maîtrisé, tout ça. Mais le gros problème aujourd'hui des pays africains, c'est que mon élève a dit nous n'avons pas la souveraineté monétaire et nous ne sommes pas maîtres de notre propre politique monétaire. Alors que, à mon sens, c'est cette fonction d'instrument de politique monétaire, à mon sens, et elle est aussi importante que les fonctions traditionnelles de la monnaie. Elle est aussi importante que les fonctions traditionnelles de la monnaie, les fonctions de change, d'unité de compte de réserve. La fonction de politique, d'instrument de politique, est aussi, sinon aujourd'hui, dans l'économie moderne, plus importante même que ces fonctions traditionnelles. Alors que nous n'avons pas la latitude de faire exercer cette fonction de politique et d'instrument de politique économique et commerciale. Nous n'avons pas la latitude de... Imagine, le CFA, son taux d'échange depuis sa création en décembre 1945 a changé peut-être 2 fois. En 1948, le taux d'échange a changé et puis en 1994, janvier 1994, sinon à part ça, à part le changement monétaire intervenu en France en 1960, parce que la France a changé de monnaie, voilà ce qui a fait que la parité a complètement changé. 1 franc français c'était égal à 50 francs CFA, mais il a fallu attendre la dévaluation de 1994 pour que la parité change à nouveau. Donc, la parité, le changement de parité n'est pas de notre initiative. Ce n'est pas de l'initiative pleine et entière des Africains. Elle est imposée. Bon, souvent... C'est l'accord ou elle est imposée? Parce qu'en 1994, on pouvait dire ainsi, ça a été imposé. Parce qu'on a vu des chefs d'État qui n'étaient pas d'accord, qui ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord. Des chefs d'État qui utilisent la monnaie, le franc CFA, mais quand on évaluait, on ne leur a pas demandé leur avis. Mais dans ce cas, pourquoi ils ne se sont pas retirés tout simplement? C'est ça aussi qui pose problème. Parce que celui qui a un certain pouvoir, exerce son pouvoir sur vous, à une certaine limite, vous avez la possibilité de peut-être vous retirer. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui sur le plateau de Mandé TV. Par contre, je glisse pour vous poser une question pour aller assez rapidement. Vous avez parlé de la parité et tout. Il s'agit de la coopération monétaire entre le Mali. C'est vrai qu'elle est dans la zone franc, la zone CFA, UEMOA et tout ça. Mais la coopération monétaire aujourd'hui, telle qu'elle est posée entre le Mali et la France, est-ce que ça peut se dire?
Il y a des avantages et les inconvénients. Non. Votre question renvoie peut-être aux avantages et aux inconvénients de la participation du Mali, du Mali à la zone CFA. On sait qu'en 1962, le Mali avait quitté, mais sous forte contrainte économique, et le gouvernement malien d'alors était obligé de revenir en février, déjà 5 ans après, en février 1967, pour conclure des accords monétaires et avec la France, des accords de garantie du franc malien, et des accords qui ont conduit à la dévaluation du franc malien de 50% au mois de mai 1967. Donc, depuis cet instant-là, le franc malien, on a gardé les signes monétaires, le franc malien, mais on était revenu dans la zone franc, c'est-à-dire sous la garantie, et en échange, la France devait pouvoir la Banque centrale du Mali en devise pour faire face à nos besoins d'importation. Maintenant, les avantages qu'on dit dans les littératures, les gens mettent surtout en avant l'avantage de la stabilité monétaire, du fait que la monnaie soit stable et qu'elle soit plus facile à utiliser, c'est-à-dire qu'on peut porter la monnaie et traverser les frontières de part en part sans avoir à faire part à des problèmes de perte de change, des choses comme ça. Parce que vous n'avez pas, si vous allez aujourd'hui au Sénégal, vous n'avez pas besoin d'aller sur la place échanger. Le CFA que vous prenez ici, c'est la même monnaie qui va être utilisée. Voilà. Donc en fait, il y a quand même une plus facile utilisation de la monnaie à travers les différentes frontières. Et puis l'argument, il y a la stabilité. Mais sauf que nous qui plaidons souvent pour une monnaie exclusivement nationale, parce qu'un pays qui n'a pas sa monnaie n'a pas sa souveraineté pleine et entière. Encore, je l'ai dit, je reviens là-dessus, nous ne sommes pas totalement maîtres de notre propre politique économique. Quand, imagine, pendant longtemps, vous devriez déposer la moitié de vos réserves de change dans un compte que vous ne maîtrisez même pas le fonctionnement. Parce qu'en ce que je cherche, il n'y a aucun représentant africain au niveau du Trésor français. Aucun pays n'a la traçabilité de son adhésion aux accords militaires, aux accords monétaires aujourd'hui. Aucun pays ne peut dire exactement voilà le montant des dépôts que j'ai fait au niveau du compte d'opération. Je dis c'est grave. On ne peut pas faire ça avec un pays européen. La moindre centime qu'il dépense, il sache où ça va. Donc, nous, pour être pleinement souverain et propre et maître... On va savoir tout ça. Traoré, oui. Les avantages, les inconvénients aujourd'hui du franc CFA que monsieur professeur docteur Diallo a avancé, est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ça ou vous trouvez que c'est vraiment aussi exagéré? Bon, c'est une question d'approche en fait. Vous savez que quand on est ensemble, on est plus fort. Toujours. C'est l'union qui fait la force. Donc l'appartenance à une zone monétaire, c'est déjà un avantage. Si les gens peuvent se mettre ensemble pour bâtir une zone monétaire, ça c'est déjà un avantage. Parce que vous constituez un marché assez important, une zone assez stable pour faire effectivement les échanges avec les autres qui ne font pas partie de la zone. Ce n'est pas pour rien effectivement que l'Europe s'est réunie ensemble pour créer ce qu'on appelle la zone euro. Les États-Unis, ça fait combien d'États, des États qui sont réunis ensemble pour leur monnaie, le dollar. Donc, quand on a une zone, ça veut dire qu'on a plusieurs États. Mais seulement les cas de la zone franc, comme il a dit, je suis tout à fait d'accord avec lui. Nous ne sommes pas maîtres de notre politique monétaire. C'est décidé ailleurs. C'est-à-dire même le changement monétaire qui a été décidé en 1994, ce n'est pas le fait des pays africains, des pays de l'IMOA. C'est décidé ailleurs. Donc, vous savez que notre politique monétaire, on parle de politique monétaire, mais nous n'avons pas de politique monétaire. Nous n'avons que une politique budgétaire ici. Oui. C'est-à-dire tout ce qu'on fait, essayer de réduire le budget, notre taux d'endettement. Vous savez, c'est-à-dire quand vous voyez les indicateurs au niveau effectivement, même de l'Union économique monétaire africaine, on a des indicateurs qui sont vus, ça c'est le taux d'endettement par rapport au PIB. Vous voyez. Donc le budget, c'est le seul instrument que nous avons
ici pour notre politique. Sinon, par exemple, la politique d'open market, évoluer sur le marché interne, n'ont pas la possibilité. Donc c'est ce qui fait que les gens critiquent effectivement. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, moi je disais, au lieu pourquoi ne pas quitter cette zone monétaire et créer une zone monétaire entre nous seulement africains, oui, et décider de notre sort, de notre politique monétaire. Oui. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui décide pour nous. Et ne pas fixer la valeur de notre monnaie à une monnaie dans notre pays. On peut constituer un panier de monnaies. Voilà. Donc nous dépendons de personne. Donc il faut que nous soyons assez responsables, qu'on cesse à nous battre nous-mêmes. Il ne faut pas nous soyons toujours comme des, disons, guide nos pas jusque-là. Ça fait longtemps que nous sommes dans cette situation. Et comme vous le savez, vous voyez, moi je suis un ancien de la Banque centrale. J'ai des devoirs de réserve. Mais je peux vous dire que, vous voyez, depuis combien d'années nous sommes dans cette organisation, mais ça ne nous fait pas avancer. Nous sommes toujours des pays exportateurs de produits de base, nous sommes consommateurs nets. Si vous prenez un pays comme le Niger, et qui a quand même des richesses énormes, telles que l'uranium et autres du pétrole, le Tchad qui exporte du pétrole, à peine les gens se demandent si c'est le pays qui exporte du pétrole, mais ils vendent du pétrole. Mais il n'y a même pas d'eau potable dans ce pays-là. Leur politique monétaire, ils ne décident pas de leur politique monétaire. Donc, je pense qu'au lieu même de la réforme, d'autres diront de la réforme et réformer. Moi, je dis non. Il faut couper tout à fait les liens ombilicaux avec, effectivement, ces décideurs-là, l'Occident. Créer notre propre zone monétaire. Et vous allez constater qu'au bout de 10 ans, 20 ans, nous serons un des pays les plus quand même développés, plus forts. Parce que nous pourrons gérer effectivement notre destinée monétaire. Décider de notre politique monétaire. Dès lors que vous n'avez pas les pans de votre politique monétaire, vous ne pouvez pas accéder au développement, ce n'est pas possible. Il y a par exemple la théorie, je parle sous le contrôle de docteur, il y a ce qu'on appelle les monétaristes et également les keynésiens. Vous savez déjà, une économie qui est en stagne, parce que toute la politique de la Banque centrale, contrairement à ce que les gens pensent, c'est limiter le taux d'inflation. Ce n'est pas une politique monétaire, ça. C'est-à-dire qu'on veut toujours maintenir le taux d'inflation à un niveau faible. Alors que l'inflation est utilisée souvent pour relancer l'activité économique. Ça veut dire quoi? À un certain moment, lorsqu'on constate qu'une économie est en inflation, c'est-à-dire que l'économie ne bouge pas, l'État peut éjecter effectivement de la liquidité dans l'économie, même appeler les gens pour venir creuser des fossés, distribuer de l'argent dans l'économie, qui va faire tourner effectivement les industries, et qui même à réformer après. Ça, c'est une forme de relance de l'activité économique. Il a toute la politique monétaire, nous n'avons aucune politique de taux d'intérêt pour relancer l'activité économique. C'est parce que nous sommes arrimés effectivement toujours à l'euro et puis à l'autre. Merci voilà. Beaucoup, M. Traoré. Donc c'est clair, je pense que par rapport à vos deux approches... Oui, mais je voudrais ajouter, il a dit, mon aîné Traoré a évoqué un aspect très très important. C'est-à-dire que le fait que nous n'ayons pas la maîtrise de notre politique, parce que la monnaie, c'est un instrument. Il y a deux grandes politiques économiques. Hein. Ce que la Banque centrale mène, c'est toujours une politique d'austérité. En fait, nous n'avons pas on ne peut pas mener une politique d'assouplissement quantitatif qui consiste souvent, et pour relancer l'économie, à injecter de la monnaie. Souvent, tous les grands pays le font, qui consiste souvent à injecter de la monnaie pour relancer l'activité économique. Et là, on le fait souvent en créant de la monnaie. Nous ne pouvons pas faire ça. L'autre aspect... Nous ne pouvons pas faire ça ou bien nous ne pensons pas le faire. Nous ne pouvons pas le faire. D'accord. Et puis, quand vous prenez le bilan de la Banque centrale, les réserves d'or par exemple, tous les pays, chez nous, ici, il y a l'orpaillage. Nous, en ayant notre propre monnaie, se retrouver aujourd'hui que le Mali peut-être a un stock confortable de réserves d'or. Parce qu'on peut imprimer la monnaie et acheter de l'or. Donc ça m'amène à vous poser la question telle qu'elle est l'intitulé de notre thème aujourd'hui. Est-ce que le Mali a les moyens de créer sa propre monnaie et comment? Merci madame, c'est la question. Moi je suis content que vous m'ayez... Vous savez, en Afrique, il y a une cinquantaine de pays. Sur la cinquantaine de pays africains, il n'y a que 15 qui sont des anciennes colonies françaises
qui n'ont pas encore leur propre monnaie. Regardez encore tout autour de nous. Vous prenez la Guinée, la Mauritanie, le Libéria, la Sierra Leone. Est-ce que vous pensez que tous ces pays-là sont plus riches que le Mali? La Gambie. Pour avoir leur propre monnaie. La monnaie là, nationale, la décision de la création de la monnaie nationale, c'est une décision purement politique. Mais c'est une décision éclairée. Parce que le pouvoir politique, avant de décider, on va créer la monnaie nationale, doit requérir l'avis des spécialistes. Et je pense qu'au Mali, il n'en manque pas. Il y a plein de spécialistes, des cadres maliens, des anciens qui ont servi à la Banque du Mali, dans d'autres banques internationales, des cadres maliens qui sont au niveau de la BCAO, des professionnels de l'économie dans le milieu universitaire, qui connaissent parfaitement le fonctionnement d'une monnaie, comment fonctionne une banque centrale. Maintenant, les ressorts économiques. Tout ce qu'on dit, la garantie de la France, la garantie, ce n'est pas un bout de papier qu'on signe, c'est faux. Dans la réalité économique, il n'y a que les réserves de change qui permettent de garantir une monnaie. Et ces réserves de change, pour qu'on cherche à les avoir, on cherche à les avoir uniquement. C'est pour cela on le dit hein, tout pays qui a la capacité d'exporter des biens pour obtenir des devises afin de faire face à ces importations, ces pays peuvent créer sa propre monnaie. La plupart des monnaies, sur les quelques 200 nations dans le monde là, les 180 n'ont pas de monnaie convertible. Donc ça veut dire que la monnaie nationale sert d'instrument d'échange à l'intérieur de la communauté nationale. Les devises là, c'est elles qui nous permettent d'échanger avec le reste du monde. Si vous pouvez exporter pour les avoir, vous pouvez créer votre propre monnaie. Et dans le cas du Mali, nous sommes passés en 2022 à 101 tonnes d'or. L'autre, on a publié la semaine dernière, hein, pour 2022, c'est 101 tonnes d'or. Et cet or-là est exporté majoritairement dans les pays qui ne sont pas membres de la zone euro. Le premier, c'est l'Afrique du Sud, divisant l'Afrique du Sud et la Suisse. L'Australie et le Canada. Voilà, surtout l'Afrique du Sud et la Suisse. Et l'or, ça fait 73,8%. 79%, c'est 2129 milliards en 2021. Selon le compte nationaux publiés par la BCAO en 2021. 79% des œuvres, c'est l'or. Déjà l'or, c'est un étalon. On peut adosser notre monnaie à l'or. Nous sommes un gros producteur d'or. On exporte le coton qui fait 5,8%. Je pense que vraiment, nous avons les ressorts économiques. Et puis même, c'est un fait qu'on ne mentionne pas. Ça, c'est le transfert des migrants, qui est une importante source de devises. C'est plus d'1 milliard de dollars par an. C'est une importante source de devises pour l'économie malienne. D'accord. Voilà, donc je pense qu'on a les ressorts économiques pour avoir une monnaie solide et viable. D'accord. Monsieur Traoré, vous avez quand même souligné en fait dès le début en disant que pour créer une monnaie, c'est pas aussi sorcier que ça, mais plus on est nombreux, plus on est soudés, on a de la force. Aujourd'hui, le Mali seul peut réellement créer sa monnaie. Le docteur Diallo nous a donné des pistes. Le Mali a quand même des ressources, l'or et évidemment la diaspora qui contribue beaucoup. Je suis sûr que vous irez aussi dans ce sens-là. Mais ce qui est bien avec vous, c'est que vous donnez souvent un fait pragmatique terre à terre pour que même la ménagère arrive à comprendre comment ça se passe, ce mécanisme-là. D'accord. Merci, madame, pour cette question. Moi, je pense que pour avoir connu déjà le Mali, il a vécu des expériences. Hein. Il a dit tantôt, on était dans la zone franc, le premier gouvernement, la première république, le Mali a quitté avec cette indépendance malheureuse. Ensuite, nous avons regagné la zone franc. Ensuite, nous sommes depuis 1984 dans l'IMOA également. Donc, pour avoir connu cette expérience, moi-même, je n'encouragerais pas ce pays-là de créer seul sa propre monnaie. Peut-être que nous pouvons aller avec d'autres. Nous avons les moyens de créer notre monnaie. Et je vais vous donner un exemple. Vous savez, la décision de créer une monnaie, c'est une décision politique, hein, une signature, puis c'est tout. Je prends un exemple. Ce que les gens ne comprennent pas.
En Afrique du Sud, au Cap, il y a une communauté blanche, de blancs, face effectivement au crime, hold-up et tout. Ils ont décidé de créer une monnaie entre eux dans leur communauté. Ils ont créé leur monnaie, donc il y a les boutiques, les magasins et tout. C'est les billets qui circulent. Même si les bandits viennent, ils essayent de, comment on appelle ça, de les braquer, l'argent ne les sert pas parce que la communauté sait que en dehors de la communauté, que dans la communauté, n'est plus valable. Vous voyez, et ils vivent bien. Mais cette communauté, quand elle a besoin, par exemple, de rendre sud-africains pour aller dans d'autres, maintenant c'est ces billets-là, maintenant ils remettent et on leur donne les vieux, la contre-valeur pour aller acheter ailleurs. Le CFA, c'est la même chose. C'est ce que le CFA est, sinon c'est pas véritablement une véritable monnaie. Ce n'est pas une monnaie. Voilà. Donc vous voyez, donc le président de la République peut décider aujourd'hui, je mets fin au franc CFA et je mets une autre monnaie qui s'appelle monnaie malienne, même si nous n'avons pas les billets liquides. Mais ces anciens billets peuvent continuer à circuler. Comme il a dit, une monnaie ne vaut que par ses contreparties, la vitalité de l'économie, de son économie. Est-ce que vous voyez? Et c'est là aussi que le bas blesse. Voilà. Je vais vous expliquer. Par rapport à vos approches, à ce que vous avancez, le Mali a les moyens, la capacité, a les ressources effectivement, pour pouvoir créer la monnaie. Mais on essaie aussi de comprendre pourquoi, depuis tout ce temps, avec cette première tentative avec le franc malien qui a été assez courte, pourquoi depuis tout ce temps, on n'a pas réfléchi à pouvoir relancer? Qu'est-ce qui n'a pas... Si nous devons dire sur les raisons, nous n'allons pas quitter ce plateau-là aujourd'hui. Je peux vous apprendre. Parce qu'il y a eu des sabotages. Nous avons été attaqués partout parce qu'ils ne voulaient pas que cette expérience progresse, quoi, et que ça crée des émoules. Vous avez vu les cas de la Guinée où on a introduit des faux billets guinéens. Sinon, le Mali, lorsque le Mali a créé sa monnaie, c'était en 1962. Nos billets de banque ont été fabriqués en Tchécoslovaquie. Et les billets étaient là au Mali, ils sont venus au Mali ici. Mais après, ils ont créé des faux billets, des mêmes vrais faux billets pour distribuer dans les régions du centre et autres là. Donc, ils ont créé l'inflation. Donc, pour payer, par exemple, 1 kilo de viande qui était à l'époque 1000 francs, au bout de 3 mois, se trouve à 6000 francs. Donc, on a mis plus de billets. Donc, ça veut dire que ça crée la baisse du pouvoir d'achat. On ne peut pas gérer cette situation. C'est ce qui fait que lorsque vous ne gérez pas l'émission monétaire, là, ça pose problème. Et également, c'est pourquoi j'ai dit, il a parlé de quelque chose. Nous sommes un pays exportateur d'or. Le Mali a été pays exportateur d'or. Dans la sous-région, il y a 3 pays, le Mali, le Burkina et la Côte d'Ivoire. Mais nous sommes les plus nantis en matière d'or. Le deuxième aujourd'hui. Voilà. Et le nombre de têtes de cheptel, en Afrique, des 1000, on exporte. Donc moi, je pense qu'à la dimension de notre économie, nous pouvons créer effectivement notre monnaie. Vous savez, qu'est-ce qui fait que la gestion de la monnaie est difficile? Lorsque, effectivement, on est trop budgétivore. C'est-à-dire que les gens se donnent des salaires qu'ils ne méritent pas, ou bien les gens détournent les fonds, et ça crée un besoin. C'est ce qui fait que, effectivement, sinon, si la monnaie, les contreparties, il y a cet équilibre entre la masse monétaire et ses contreparties, et nous savons que nous exportons également. Je prends un exemple très simple. L'exemple de la guerre d'Ukraine doit quand même renseigner tout le monde maintenant. Vous savez pourquoi les Russes disent que notre pétrole, notre gaz, on vend à partir, il faut notre rouble. Exactement, oui. C'est une stratégie. Voilà, le rouble. Donc, quelqu'un qui veut acheter le pétrole, il est obligé d'aller chercher le rouble. Comment tu vas chercher le rouble? Or, le rouble, la monnaie, c'est comme une marchandise. Lorsqu'elle est demandée, ça augmente la valeur. Est-ce que vous voyez? Mais lorsque vous donnez, elle est abondance, sa valeur diminue. Donc les gens vont, toute l'Europe cherche du rouble pour acheter du gaz et du pétrole. Donc c'est ce qui fait que ça prend de la valeur. Et ça crée du déficit de l'Europe. Il faut voir le cas des États-Unis actuellement. Comme il a dit, les États-Unis, en matière de sanctions, a gelé effectivement les avoirs en devises de la Russie. C'est-à-dire que combien de milliards de Russie, combien de milliards, 300 milliards, 300 et quelques milliards en dollars, ils ont gelé.
Maintenant, la Russie n'a rien dit. Mais maintenant, s'ils doivent acheter du pétrole, ou bien d'autres là, les Occidentaux doivent payer du pétrole, ce n'est pas en dollars. Ils seront obligés de payer. Or, donc, le dollar n'est plus demandé. C'est ce qui fait que la valeur du dollar dans les échanges internationaux, baisse. Donc, c'est ce qui fait que le dollar s'affaiblit de plus en plus. Sinon, le fait que vous, tous les pays qui vendent, l'Arabie Saoudite qui vend du pétrole, nous vendons. Si vous allez à Dubaï, vous avez besoin de dollars. Et c'est ce qui fait que vous demandez de prendre de la valeur. Et nous sommes en train de financer, de par notre besoin de dollars, le déficit budgétaire des États-Unis. Et c'est ça qui fait la force des États-Unis. Tout à fait. Donc c'est ce qui fait que maintenant, notre propre monnaie, si nous avons notre propre monnaie, nous allons dire que vous allez payer notre or à partir du franc malien. Vous allez payer notre coton à partir du franc malien. Donc ils vont dépasser des tas de dollars, d'euros pour chercher notre... Exactement. Donc, ça, voilà. Comment il y a un fait en fait, si j'ai bien compris, vous parlez du fait que jusqu'ici, pourquoi nos autorités ne se sont pas penchées sur la création d'une monnaie nationale. Vous savez que nous, on a déjà connu une première expérience qui n'a pas marché. Nous connaissons les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché. Et je crois qu'après cette première république, la création d'une monnaie nationale, les expériences mal vécues sont parfois un peu traumatisantes. Donc, c'est ce qui fait que les régimes qui ont suivi, la création d'une monnaie nationale n'a jamais été une préoccupation. Mais on sait pourquoi ça a échoué. Mais ce que les gens ne savent pas, entre 70 et 67, pour que le Mali retourne dans les accords monétaires avec la France, l'orientation économique de la première république, c'était une orientation socialiste. On a vu que dans tous les secteurs d'activité, il y avait plus de 80 entreprises, sociétés-entreprises d'État. Il y avait des usines dans tous les secteurs. Mais ces usines-là, on ne les a pas données au Mali gratuitement. C'est de la dette qu'on a contractée, surtout auprès des pays d'Europe de l'Est, de la Chine, de la Tchécoslovaquie, tout ça. Donc, l'État du Mali était trop endetté. Ça, c'est un premier aspect de l'échec. Parce que quand vous endettez, il faut payer le service de la dette. Et ça se paye avec de la devise. Et puis, à l'époque, les Mali n'avaient pas une grande capacité d'obtenir des devises. Imagine que dans les années 63, toute la production de coton, c'était à peu près 14 000 tonnes comme ça. L'or, c'était dans les 2 000, 3 000 tonnes. Donc, on n'avait pas une grande capacité d'exportation pour avoir des devises. Couplé à cela, à une dette importante et à une charge budgétaire importante. Parce que tous les fonctionnaires et tous les agents qui travaillaient... Justement, je profite pour vous demander, ne craignant que le temps nous fasse défaut, il y a deux points sur lesquels vous avez quand même dit le budgétivore. L'État malien aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas du tout budgétivore. Ça, c'est l'une des choses. Et deuxièmement, est-ce que l'État malien n'est pas assez endetté? Oui, ça, moi je vais en venir, parce qu'on était déjà assez endetté dans les années 65. Donc, finalement... les autorités étaient étranglées et étaient obligées de retourner à l'accord monétaire. Mais, comme l'a dit mon aîné Traoré, nous ne pouvons pas jurer. Aujourd'hui, on ne peut mettre en œuvre que de la politique budgétaire. Et même la politique budgétaire, ça c'est les recettes et les dépenses de l'État. Maintenant, nos budgets sont faits. Quand un pays comme le Mali fait son budget avec un déficit de plus de 600 milliards de francs CFA, mais les déficits, surtout le contexte dans lequel nous sommes là, personne ne nous donne de l'argent. Il faut de l'endettement pour financer le gap entre les recettes et les dépenses. Moi, j'ai fait une petite recherche là-dessus. Rien que pour l'année 2023, pour financer les déficits, de janvier au 24 août maintenant, l'État du Mali a fait 36 sorties, a fait 36 émissions d'obligations et de bons sur le marché régional pour lever 1437 milliards de francs CFA. Et puis ce qui est grave, c'est de la mauvaise dette. Il y a 20 ans de cela, on ne pouvait pas imaginer qu'un État puisse émettre des obligations sans avoir à financer des projets d'infrastructure ou bien des projets productifs. Mais aujourd'hui, on émet des obligations au taux de 5, 6, 7%, juste pour faire face aux dépenses récurrentes de l'État, c'est-à-dire payer les salaires. C'est de la mauvaise dette.
Dernièrement, on a voilà. vu une levée de fonds de 100 milliards. Non, avec un... La dernière a été faite le 24 août et en septembre, là, vers le 1er septembre, on a fait un communiqué que sur le marché à Lomé qu'on a levé encore 100 milliards. 100 milliards. Alors que déjà... Avec un peu plus de 6%. Voilà. Bon, et cela faisait suite à un échec, à une sortie, parce qu'on avait demandé 35 milliards. Je crois que l'État du Mali n'avait eu que 18 milliards. On n'avait pas pu tout couvrir. Mais au jour d'aujourd'hui, je n'ajoute pas les 100 milliards récemment communiqués, mais le 24 août, selon la situation des titres de la BCAO, c'est 1437 milliards. Alors, mais justement, avec cette grosse dette qui est là... Voilà. Bon, si on avait notre monnaie, peut-être qu'on allait se passer de certaines émissions et émettre de la monnaie pour faire face à certaines dépenses. Ça aurait fonctionné? Oui, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne. Voilà, maintenant... Tous les États qui ont leur propre monnaie font ça. Les États-Unis sont les premiers à la matière. Voilà. Souvent, pas tout le temps. Le déficit budgétaire. Voilà, trop d'émissions, trop de planches à billets aussi. Voilà. Il faut faire l'équilibre entre ça et le taux d'inflation pour ne pas quand même affecter le pouvoir d'achat. De la monnaie. Voilà. Donc, tous les pays les font. Maintenant, comme nous ne pouvons pas créer, maintenant, c'est la dette qui se crée. Le danger de ça, dans les années à venir, c'est que quand tous ces titres vont arriver à échéance, ça va être quoi? C'est ce que les pays européens vivent actuellement, même les États-Unis. Ils n'ont pas de recettes propres. Chaque fois que les recettes tombent, ça trouve qu'il y a des titres qui sont arrivés à échéance, qui sont remboursés. L'État n'a plus d'argent pour faire face à... Et l'État est obligé encore de se réendetter pour... Davantage, ça ne s'arrête toujours, pas. Ça ne s'arrêtera pas. Et surtout que les dettes, quand j'ai regardé assez rapidement, mais les délais sont assez courts. Hein. Bon, justement, c'est ça l'avantage chez nous, en fait. Parce que ça, c'est comme on le dit, c'est des endettements à court terme. Voilà, les bons aux obligations, au maximum 2 ans, 5 ans. Ah, mais les obligations... c'est les long terme parce qu'il y a pour le cadre, minimum c'est 5 ans. Oui. Maintenant c'est 6-7 ans. Oui, bon là tout ça c'est la moyenne qu'on arrive à trouver, c'est encore... Bon, c'est long terme. Qui vont de 10 ans, 15 ans, ça c'est de prêts d'investissement, ça c'est dans les pays développés. Bon, voilà. pour nous dans la théorie économique, voilà. le court terme, le court terme c'est en deçà de 2 ans, mais entre 2 et 5 ans c'est le moyen terme. Mais déjà au-delà de 5 ans, on entre dans le long terme. On rentre dans le long terme. Voilà. D'accord, messieurs. Merci beaucoup pour cet éclaircissement par rapport à la thématique. On a eu une réponse assez claire par rapport à ça. Moi, je vais juste vous demander vos recommandations pour que le Mali puisse créer sa propre monnaie. Docteur Diallo. Ok, merci de m'avoir donné la parole. Moi, on vient de dire que pour créer une monnaie, c'est une décision politique. Maintenant, les ressorts économiques se préparent, hein, ça se prépare. Moi, je suggère, récemment, on a changé le code minier pour accroître la quote-part de l'État dans les différents mines. Moi, je dirais qu'il faudra aller loin, en prélude à la création de notre monnaie, qu'il faudra mettre carrément des conventions de partage de production. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura créé notre monnaie, notre banque centrale, que la part de l'État lui soit versée en nature. C'est-à-dire que convention, c'est-à-dire qu'on extrait de l'or, notre part nous sera versée en or, qui va constituer nos réserves de change. Et cet or-là, ça peut être utilisé, ça peut être écoulé sur le marché international pour avoir les devises, ou bien ça peut être utilisé comme de l'or monétaire pour éteindre certaines de nos dettes auprès de nos créanciers. Donc, avant d'aller à la création de la monnaie, il faut d'abord revenir sur, parce que nous sommes vraiment pourvus en ressources, on ne parle pas, mais les anciens présidents, notamment Tete le disaient que le Mali avait le pétrole. Donc, à défaut de pouvoir exporter le brut, d'obtenir un accord avec nos voisins pour exporter le brut, dans un premier temps, on peut faire comme le Niger et négocier la mise en place d'une raffinerie. Au moins, on n'aura pas à importer les produits pétroliers. Parce que l'importation des produits pétroliers aujourd'hui, c'est plus de 50% de la valeur des importations de l'État du Mali. Donc, ça grève considérablement notre balance commerciale et partant notre balance des paiements.
Donc, en prélude à l'exploitation de ces pétroles, il faudra mettre des bons textes gagnant-gagnant avec nos partenaires. Ensuite, une fois ces préalables accomplis, on peut aller vers la création. Et je suis sûr que on peut la réussir. D'accord, merci beaucoup, Dr Diallo. Monsieur Traoré, vos recommandations pour Oui, merci madame pour la question. En fait, il est clair que le Mali a les moyens de créer sa propre monnaie, comme tout pays peut créer sa propre monnaie, en fonction effectivement de ses moyens, des dimensions de tout ce que le pays possède comme potentialité. Tout pays peut créer sa propre monnaie. Mais je dirais toujours que je suis partant pour une zone monétaire, c'est-à-dire que quand on est ensemble, on est plus fort. Moi, je pense que l'expérience que nous avons vécue, peut-être qu'essayer de remodeler la zone que nous avons déjà, ou bien avec d'autres pays, pourquoi pas avec le Burkina, avec le Niger, avec la Guinée, avec d'autres pays, à défaut pouvoir de sortir de cette situation de la zone franc, ou bien peut-être que poursuivre les réformes avec la CEDEAO jusqu'à ce que nous soyons maîtres effectivement de notre politique monétaire. À ce sens que c'est nous-mêmes qui allons décider du destin de notre propre monnaie. Donc je pense que un seul pays actuellement, le Mali fait à peu près 22-23 millions. Donc si nous prenons dans le cadre de la CEDEAO, nous sommes un pays et seul ne peut pas aller jusqu'à un certain niveau de développement. Mais je pense que lorsque nous sommes ensemble, nous pourrons constituer un pôle fort, assez robuste, pour concurrencer les autres zones. C'est pourquoi je suis toujours partant pour que nous soyons ensemble dans une zone monétaire où nous avons les moyens de notre propre politique monétaire. D'accord, en fait. D'accord. Voilà. En tout cas, en gros, c'est qu'on retient, téléspectateurs, c'est que le Mali peut nettement créer sa monnaie. L'approche de Dr Diallo est qu'on y va, on met le carburant dans le moteur, on avance. Et M. Traoré, lui, il opterait peut-être pour avoir un accompagnement avec quelques pays de la sous-région. Appartenance, effectivement. En partenance, effectivement. Votre mot de la fin, on arrive à la fin de notre réflexion du jour. Oui, en fait, moi, nous vous remercions vraiment de m'avoir invité sur ce plateau. C'est tout un plaisir et je suis enchanté et disponible. Hein, s'il y a d'autres thèmes qui se rapportent aux questions financières et monétaires, vraiment, je suis disponible. On sera heureux de vous revoir. Votre mot de fin? Le mot, moi je dirais tout simplement que il faut que nos autorités, nos plus hautes autorités, de plus en plus quand même, essayent de mettre l'accent sur la question de la monnaie et de l'appartenance effectivement à une zone monétaire. Parce que il est évident effectivement que nous sommes confrontés à un problème d'insécurité. Il faut quand même assurer la sécurité du pays, il faut relancer l'activité économique, mais tant que nous n'aurons pas à résoudre effectivement les problèmes de monnaie, d'appartenance à une zone monétaire, nous allons rester au même niveau. Donc il est temps effectivement qu'ils mettent en place des équipes de réflexion pour voir comment on peut apporter des réformes profondes afin qu'effectivement notre monnaie soit au service effectivement de nos populations. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, téléspectateurs de Mandé TV. Nous sommes à la fin de notre réflexion du jour qui a pour thème: est-ce que le Mali a les moyens de créer sa propre monnaie? Pour pousser la réflexion, pour un débat, nous avons sur le plateau M. Cheikh Fantamadi Traoré, économiste de formation, consultant, gérant associé du cabinet d'audit FIBA Africa Consulting. Et aussi, nous sommes avec Dr Moussa Diallo, docteur en économie internationale, maître de conférence à la faculté des sciences économiques et de gestion. Docteur Diallo, Monsieur Traoré, merci beaucoup d'avoir contribué à la réflexion du jour.
Alors, téléspectateurs de Mandé TV, pour terminer, pour conclure, nous interpellons nos gouvernants, nos autorités et tous les Maliens de bonne volonté. Il s'agit à nos autorités de pouvoir tracer une vraie politique économique pour le bonheur des Maliens. On se dit à la prochaine pour une autre réflexion. Et d'ici là, restez sur les ondes de Mandé TV et ainsi allez sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV, Reflet du Mali. Je profite pour saluer la partie technique qui a assuré ce tournage. À la prochaine.